Les environnements d'apprentissage personnalisés. Chaque citoyen baigne du matin au soir dans les technologies numériques. Comment exploiter ces technologies efficacement, non seulement pour la consolidation des liens sociaux et le divertissement, mais également pour la formation? Les plateformes et les outils numériques exploités dans la vie courante et dans la formation sont encore largement découplés et sont basés sur des modèles de financement différents. D'un côté, les étudiants reçoivent le matériel pédagogique et rendent leurs travaux dans Moodle, une antiquité de 2002, heureusement open source, ce qui explique en partie sa longévité. Cette plateforme, qui doit être installée localement par les institutions, est parfois aussi utilisée pour l'interaction entre les étudiants et les enseignants. Les étudiants sont également obligés d'utiliser des machines virtuelles lourdes et poussives pour travailler avec des logiciels professionnels de conception et d'analyse. Ces logiciels nécessitent l'acquisition par les universités de licences à des prix souvent exorbitants. De l'autre côté, les interactions sociales et le travail personnel avec des amis ou des collègues reposent largement sur des applications mobiles ou des plateformes libres du cloud, comme Google, WhatsApp, Dropbox ou encore un peu Facebook. Ces outils sont basés sur un modèle de troc entre les fournisseurs et les consommateurs. Les premiers fournissent un service et les seconds offrent largement leurs données personnelles. Les plateformes pour les MOOC, comme edX, sont les premières à intégrer d'une certaine manière ces deux mondes avec des coûts limités à leur mise en œuvre et à leur exploitation. Une tendance se dessine néanmoins pour rapprocher le monde informel de l'apprentissage personnel et le monde formel des cours institutionnels. Il s'agit pour les institutions de formation de reconnaître l'existence de pratiques numériques et d'un écosystème personnel des étudiants, puis d'essayer de l'intégrer autant que possible dans le contexte de la formation. On parle alors d'environnement personnel d'apprentissage, où les étudiants, leurs collègues et les enseignants peuvent créer ou partager des ressources, se rencontrer virtuellement et interagir. Le contrôle des accès et du contenu est néanmoins assuré dans de tels environnements par les étudiants eux-mêmes, et non plus par les enseignants ou leur institution. Alors c'est quoi votre environnement personnel d'apprentissage? Peut-être simplement votre ordinateur portable ou votre tablette? Les dossiers et les fichiers partagés auxquels ces objets vous permettent d'accéder sur Dropbox ou ailleurs? Quelques MOOCs consultés par le passé et votre collection de séquences YouTube? Certainement un rapport en cours de préparation sur Google Doc ou dans votre boîte de messagerie si vous la consultez encore? Et éventuellement quelques livres imprimés sur votre table de nuit ou digitaux sur votre Kindle. En plus de la différence conceptuelle entre les environnements personnels et institutionnels, il y a aussi des différences pédagogiques entre l'apprentissage personnel qui favorise une sélection individuelle des thèmes et des contenus d'apprentissage, et les cours institutionnels basés sur une sélection des thèmes, une organisation des activités et une préparation des contenus par les enseignants. Ces deux approches ne sont pas contradictoires ou exclusives, elles se complètent tout en s'ignorant souvent mutuellement. Pour des raisons logistiques, les enseignants doivent généralement standardiser l'enseignement, alors que pour des raisons d'efficacité et d'affinité, les étudiants doivent personnaliser leur apprentissage. Par leur nature, l'apprentissage et les environnements personnels soutiennent la diversité du savoir, particulièrement le contenu, et de la connaissance, y compris les compétences. Ils soutiennent également la pérennité des ressources d'apprentissage. Les environnements institutionnels existent en effet pour un utilisateur donné que pour la durée d'un cours, en général un semestre, alors que les environnements personnels existent aussi longtemps que leur créateur le souhaite. Les environnements personnels constituent donc un excellent support à la formation continue tout au long de la vie. Ils soutiennent finalement la compartimentation numérique entre le privé et le professionnel, y compris pour la formation, ainsi qu'une séparation physique entre le domicile et le campus. Ces deux dimensions étant souhaitées par tous les acteurs, étudiants, enseignants, assistants, elles constituent une barrière naturelle à la convergence de la formation formelle et informelle. WhatsApp est un bon exemple de solution qui favorise une certaine convergence en permettant l'utilisation d'un outil unique pour des contextes différents. C'est tout à fait possible d'avoir des groupes de discussion pour la formation avec ses différents intervenants et des groupes pour des activités privées. Dans le futur, seules les plateformes favorisant un tel cloisonnement et garantissant un niveau suffisant de protection de la sphère privée vont s'imposer et se développer. GRASP, une plateforme développée à l'EPFL, soutient également une telle convergence. Dans le cas de la formation numérique et du partage de connaissances, elle facilite l'intégration et l'organisation de ressources personnelles ainsi que le travail en groupe. Elle permet des discussions ciblées avec des acteurs différents et elle assure également la pérennité du contenu et des discussions en permettant de créer des e-books. Finalement, elle permet à la fois le travail créatif et interactif en mode édition et la communication en mode publication. En résumé,
L'apprentissage personnel a toujours existé aux côtés de l'apprentissage institutionnel sans être vraiment reconnu, bien qu'essentiel, et sans que les opportunités qu'il offre soient suffisamment mises en valeur. Le développement des technologies numériques amplifie largement sa portée et des tentatives de le soutenir au niveau institutionnel voient maintenant le jour.